C'est la réunion des premiers ministres qui a lieu ces jours-ci à Muskoka et j'en parle avec Jacinthe-Ève Harel. Aujourd'hui, il y avait Jacinthe-Ève, jour 2 de cette rencontre, plusieurs points de presse de la part de différents regroupements, différentes configurations de premiers ministres. On a vu François Legault et Doug Ford, on a vu aussi M. Ford avec ses contreparties plutôt à l'ouest, on a vu certains premiers ministres de l'Est également prendre la parole et une des annonces qui avait été un peu préfigurée lors d'une rencontre entre Doug Ford et Danielle Smith ces dernières semaines, c'est des projets ou en fait une certaine vision d'un corridor énergétique de l'Alberta jusqu'à l'Ontario. Déjà, bonjour, merci d'être là, mais Bonjour. qu'est-ce que tu fais de tout ça? Hey, ça fait du bien. Franchement, là, de savoir que nos élus, en plein cœur d'été, travaillent, et non seulement travaillent, ils sont pas dans des opérations d'appareils photo, de prise de photos, de Hmm. relations publiques ou de communication. On est réellement dans l'atteinte ou la poursuite d'objectifs. Et de voir trois premiers ministres s'entendre aujourd'hui, ou du moins dire qu'ils veulent travailler de concert. Donc, la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, et le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, qui s'entendent pour établir un corridor énergétique pour cesser cette dépendance face aux États-Unis, avec notre pipeline qui descend directement aux États-Unis et qui remonte là, vers l'Ontario pour une fois qu'il est raffiné aux États-Unis. Alors, ça permettra d'avoir réellement une autonomie énergétique. Et non seulement on affirme cette volonté d'avoir une autonomie, une souveraineté énergétique entre les trois provinces, en plus d'affirmer ce désir-là, ça c'est quelque chose qu'on voit couramment, l'affirmation de désir, mais en plus, on a une entente là, une entente de principe sur justement la construction d'un nouveau pipeline pour justement être en mesure d'exporter le gaz naturel liquéfié et le pétrole brut. Donc, une manière d'avoir un meilleur contrôle sur notre production, un meilleur contrôle sur nos coûts aussi, parce qu'en ce moment, le seul client, on le sait, ce sont les États-Unis. Alors, on est obligé de vendre aux Ben, tarifs qui sont il y en prêts a, à il y en a un payer. peu qui va à l'ouest maintenant via Trans Mountain, là, je pense, là, mais c'est des petites quantités, là, toute proportion gardée. Je voulais t'entendre parce que j'en parlais avec Gaétan Barrette un peu plus tôt, puis bon, tout ça a lieu notamment sous le leadership de Mark Carney, là, qui convie les premiers ministres des provinces. Et je dois t'avouer que, puis Gaétan en rendait compte un peu plus tôt, il a regardé, lui, là, toutes les conférences de presse, je sais pas, il y avait juste ça à faire aujourd'hui, Il est mais passionné. on l'en remercie. Non, mais c'est quand même, il faut quelqu'un qui le fasse. Mais il disait, tu sais, Ouais. c'est quand même exceptionnel. Là. Je veux dire, on reproche beaucoup de choses à Mark Carney, mais tu sais, ce qui se trame derrière des porte closes, on sent quand même le fin stratège, l'homme, tu sais, chef d'État d'une autre trempe. Il faut quand même, est-ce que tu conviens là, qu'il y a quand même quelque chose d'assez fabuleux qui se passe au Canada depuis l'élection de Mark Carney et notamment là, ce que tu viens de nous annoncer, des ententes entre les premiers ministres qui, il n'y a pas si longtemps, tu sais, Daniel Smith puis Doug Ford, là, c'était pas les meilleurs Ben amis oui. du monde là, dans les derniers mois de Justin Trudeau. Comment tu décrirais peut-être ce changement qui a été opéré au niveau de la direction du pays et comment ça a impacté justement les provinces? Ben, est-ce qu'on peut attribuer cette synergie de travail entre les premiers ministres des provinces directement au premier ministre du Canada, Mark Carney? C'est à chacun d'évaluer à quel point ça appartient ou l'influence de Mark Carney dans cette synergie, mais il reste que depuis qu'il est élu, effectivement, on a l'impression d'avoir des premiers ministres qui ont les manches retroussées et qui Hmm. veulent vraiment travailler. En même temps, son élection coïncide avec cette situation où tout le monde a les yeux rivés vers l'administration Trump et on a tous un adversaire commun. Pour certains, c'est un ennemi, pour d'autres, c'est un adversaire. Il y a cette convergence-là là, d'un constat on a vu nos failles, nos lacunes, nos faiblesses au niveau de Hmm. notre développement économique, notamment de notre souveraineté énergétique. Alors oui, ça coïncide aussi avec l'élection de Mark Carney. Est-ce qu'il en est le chef d'orchestre? Je suis loin d'être convaincue, mais il reste que enfin, on sent que tout le monde s'en va vers une direction de progression. Si c'est pas la même direction, il y a réellement des actions qui sont prises. Et ça, ben, c'est franchement inspirant. Là, ben, il restera la partisanerie pour nous dire si oui ou non ça appartient à Mark Carney, qui aura quand même le dernier tour de roue à faire, c'est-à-dire de s'assurer d'ici le 1er août de mettre fin à cette menace de tarif de 35 Hmm. ou du moins de ramener ça à un pourcentage plus raisonnable.
Alors, c'est là où on pourra voir à quel point il a du leadership, je pense. En ce qui a trait au travail des premiers ministres des provinces, ben il faut quand même redonner à César ce qui appartient à César. Ce sont ces 3 premiers ministres-là, sous aucune obligation, qui ont décidé de s'asseoir ensemble et de s'entendre et de laisser faire, d'y aller par pan d'industrie aussi. Mais alors, quand même, dans le contexte de cette rencontre qui est conviée par le fédéral. Bref, je veux pas... Mon idée, c'est pas de lancer des fleurs à Mark Carney, mais j'observe quand même un changement de ton. Puis tu l'as dit, les manches retroussées. Encore une fois, puis je sais pas Carney ou pas Carney, mais je veux dire, on est en plein milieu de l'été. On a été habitué pendant 10 ans à un Justin Trudeau qui était sur les plages du Bahamas ou en Inde en train de se déguiser. Là, on a un premier ministre du Canada, des premiers ministres des provinces, le cabinet. Il y a personne qui prend de vacances cet été, j'ai l'impression. Est-ce que c'est, entre guillemets, grâce à la menace de Trump ou grâce au leadership? C'est difficile de départager, comme tu le dis, mais je sens qu'il y a quand même une ambiance très différente depuis l'élection fédérale canadienne, notamment, puis qu'on n'est pas juste là à attendre que le ciel nous tombe sur la tête, mais bien qu'on veut faire des choses, faire des projets. Je voulais t'emmener un petit peu sur ce sujet. Bon, là, on parle de pipeline. François Legault, lui-même, quand il a pris la parole, n'a pas fermé la porte. Là, cette espèce de sac-ressac en Québec, pipeline, pas pipeline, acceptabilité sociale, pas d'acceptabilité sociale. Je voulais un peu t'entendre là-dessus. Bon, évidemment, il y a toujours plusieurs points de vue sur la question de construire des infrastructures massives comme les pipelines. Ça coûte, on l'a vu avec Trans Mountain, énormément cher. Là, on parle de dizaines de milliards de dollars et ça va prendre évidemment de nombreuses années à être mis en place. Est-ce que, selon toi, c'est intéressant d'investir autant d'argent là-dedans plutôt que dans des énergies peut-être plus prometteuses d'avenir? Tu sais, ça reste quand même une technologie d'hier. Là. Est-ce que tu vois ça d'un bon œil, qu'on continue à empiler des dollars dans une technologie d'hier? Bien, considérant qu'il y a plusieurs pays dans le monde qui ont cogné à la porte du Canada pour avoir, par exemple, du gaz naturel liquéfié, pour avoir notre énergie au Canada, mais on n'a pas les infrastructures aéroportuaires pour permettre l'exportation massive de quantités importantes vers les pays d'Asie notamment, mais aussi en Europe. Donc, on sait que l'Allemagne, par exemple, aéroportuaire, je pense pas... portuaire. Oui, non, portuaire. Oui. Je pense pas qu'on va envoyer de pétrole par avion. Là, juste ma compréhension du modèle d'affaires rendrait pas ça vraiment intéressant du point de vue financier. Portuaire, donc excuse-moi, je voulais pas t'interrompre, mais j'ai eu comme une bulle au cerveau. Merci de m'avoir corrigé. Oui, tout à fait, portuaire. Alors, on sait que l'Allemagne, par exemple, utilise encore dans la production énergétique, il y a le quart de son portefeuille qui est encore utilisé. On utilise encore le charbon qui est extrêmement polluant. L'Inde, le Japon, ils se sont tournés. La Chine s'est tournée vers le Canada, nous demande de l'énergie, mais on n'a pas la capacité de leur vendre. Alors, du point de vue économique, ça peut être très profitable. Et quand tu dis, ben c'est une technologie du passé, il faut se tourner vers les ressources du futur. Il reste que le charbon est encore plus une énergie du passé et encore plus une énergie beaucoup plus polluante, par exemple, que le gaz naturel liquéfié. Alors, si on regarde à l'échelle de la planète, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Ben, si on peut déjà décarboner au niveau du charbon en vendant du gaz naturel liquéfié, ben, on s'enrichit sur le plan économique et on contribue aussi à la diminution des gaz à effet de serre par la production du charbon ailleurs dans le monde. Puis je dis ailleurs dans le monde, mais même la Nouvelle-Écosse, encore 40% de l'énergie produite en Nouvelle-Écosse, c'est avec le charbon. Alors, même au sein du Canada, il y a encore des efforts. C'est quand même une petite exception, mais effectivement, tu as bien raison, Jacinthe. Merci beaucoup de ce compte rendu. Fred Bastien, petit mot de la fin, peut-être? Ça fait réfléchir. Il y a entre autres des auditeurs qui posent la question, là, si un pipeline traverse le Canada pour s'arrêter en Ontario, qu'est-ce qui reste comme levier pour le Québec? Donc, on pose la question là, de notre part du gâteau dans ces échanges. Jacinthe, en 30 secondes? Ben absolument, c'est la question que je me pose. En ce moment, on participe pas à ces échanges-là, donc ça passera pas chez nous. On n'aura pas les inconvénients, mais on n'aura pas les avantages non plus. Très bien répondu. Merci, Jacinthe. On se retrouve demain, même place, même heure, pour d'autres débats et conversations politiques. Merci.